On commence le cours. S'il vous plaît, ça serait bien que je ne crie pas dans le micro, ça sonne pas super bien. OK. Alors, vision 4, vecteur. On prend un cours aujourd'hui sur les vecteurs, si on ne compte pas celui d'hier. Ça va être définition et introduction. On va commencer par grandeur scalaire et grandeur vectorielle. Vous l'avez déjà vu pendant une demi-heure apparemment, mais je vais faire un résumé de quelques secondes. Un scalaire, c'est un nombre. Fin. Okay. Donc, par exemple, il y a 28 élèves dans la classe, 28 est un scalaire. Si je dis il vente à 30 km/h dehors, c'est un scalaire. Il fait moins 14 degrés, c'est un scalaire. Si je dis par contre, il vente à 30 km/h du sud, là, c'est rendu, c'est pas un scalaire, c'est une grandeur vectorielle, parce qu'il y a une norme et une orientation. Ça va? Donc, dès qu'il y a une orientation, ça va être une grandeur vectorielle. Si par contre, je dis, je ne sais pas, j'ai un arbre chez nous qui pousse croche, il pousse à 15 degrés, 15 est un scalaire. Ça va? Ce n'est pas une grandeur vectorielle. Oui? Est-ce que infini est un scalaire? C'est pas un nombre. Fait que non, c'est. Non. Pi, c'est clairement un scalaire. Ça va? Donc, ici, il faut juste savoir scalaire, qu'est-ce que c'est? Une grandeur scalaire, c'est un nombre, tout simplement. Tout simplement. Vecteur ou grandeur vectorielle, là, ça va être norme et orientation. Des fois, vous faites avoir des petites questions. Par exemple, je pousse une table avec une force de 300 newtons. Vous dites, des newtons, c'est un vecteur. Non, 300 newtons, c'est un scalaire. Si je dis par contre, je le pousse à l'horizontale ou je donne une orientation dans ma poussée, là, clairement, ça va être une grandeur vectorielle. Donc, première chose à savoir. Question? Si c'est juste une orientation, c'est scalaire? Juste orientation, oui. Il faut absolument une norme et orientation. Dès que tu as juste un nombre. J'ai un frère, mon frère, 1, c'est scalaire. Ça va? Donc, première chose. Donc, scalaire, j'en parle plus vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est les vecteurs. Vecteur, il va y avoir deux manières d'écrire un vecteur. Il va y avoir la méthode avec les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça. Coordonnées polaires? Oui, tout le monde. Coordonnées cartésiennes? Ça va, tout le monde? Parfait. Un vecteur, en fait, ça a tout. Oui? Oui, je vais faire un rafraîchissement. Donc, ici, un vecteur, en fait, ça représente une flèche. Tu sais, dans ta tête, si le vecteur c'est une flèche, tu es capable de faire de la géométrie avec ça en 2 dimensions. Puis, tu appliques toutes les lois que tu as apprises l'année passée, puis tu peux te résoudre à peu près toutes les questions de vecteurs. Fait qu'il faut juste que ça soit une flèche, puis un sens ou une orientation. Donc, voici un vecteur bidon, on s'en fout. Là, on peut appeler ce vecteur-ci le vecteur AB, par exemple, avec des lettres majuscules. Pourquoi des lettres majuscules? Parce que A est un point, B est un point. Donc, ici, je pourrais dire que c'est le vecteur AB. Commence à A. Ici, on appelle A l'origine. Puis B, l'extrémité. C'est important de mettre la flèche sur le vecteur. Je pourrais également dire que j'ai un vecteur U, puis je le nommerai comme ceci. Généralement, lorsqu'on nomme des vecteurs avec origine et extrémité, on utilise les lettres en début d'alphabet, A, B, C, D, et ainsi de suite. Lorsqu'on utilise seulement une lettre, toujours en majuscule, parce que c'est le nom du point, c'est toujours en lettre majuscule. Lorsqu'on nomme un vecteur avec une seule lettre, les lettres sont minuscules. Généralement, on utilise U, V, R, S, T, W. On est plutôt vers la fin de l'alphabet. Évidemment, on ne prend pas X, Y, Z. X, Y, c'est évident en 2 dimensions. Éventuellement, vous allez faire des vecteurs en 3 dimensions. Pas ici, mais peut-être au cégep ou plus tard. On n'utilise pas Z parce que ça va être la hauteur. Donc, X, Y, Z, jamais, jamais, jamais. Puis, j'ai jamais vu le vecteur A. Petit a. C'est toujours à la fin, U, V, W. Donc ici, faites attention, des fois, ça c'est un U, c'est rond, un V, c'est pointu. Parce que des fois, vous faites des petites erreurs avec ça. Moi, d'ailleurs, au tableau, ça m'arrive de me confondre. Donc ici, on ne parle pas d'origine ni d'extrémité. Un vecteur, c'est la chose la plus importante, c'est un petit peu abstrait. Un vecteur, ça n'a pas de lieu. C'est-à-dire, mon vecteur AB, je l'ai tracé là, mais je pourrais aussi le tracer ici, il n'y a aucun problème. Donc ça serait encore mon vecteur AB. Ou ça serait encore mon vecteur U, je pourrais le refaire ici, on s'en fout, ça n'a pas de lieu. Par exemple, si vous écoutez la météo, je fais la Miss Météo, je suis désolé, puis je dis, il vente à, je ne sais pas, à 40 km/h en direction
nord-est, est-nord-est. Est-ce que ça va? La flèche, qu'elle soit ici ou qu'elle soit là, si elle est parallèle par la même longueur, ils vendent pareil. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça fait du sens? Tu sais, que je dis, ils vendent à 30 par là, ou si je suis là, puis je dis, ils vendent 30 par là, on s'en fout. Le vecteur, ça n'a pas de lieu. Tu peux le placer à l'endroit que tu veux. Là, vous allez dire, oui, mais des fois, ils vendent à 30 ici, puis sur le bord du fleuve, ils vendent plus. Oui, mais à peu près ici, un vecteur, ça n'a pas de lieu. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'on va attirer des vecteurs, on va pouvoir les placer bout à bout, mais de la manière qu'on veut. Des fois, c'est plus facile de faire des figures géométriques avec ça. Maintenant, si je dis par exemple le point A, c'est le point, je ne sais pas, 1, 2, puis le point B, c'est le point 5, 10, n'importe quoi. Bien, le vecteur AB, je pourrais le dessiner en plaçant le point A, le point B dans le plan cartésien et les relier, A vers B. Donc, j'ai 1, 2, ça c'est mon point A. 1, 2, puis 5, 10, mettons que c'est rendu ici, B, 5, 10. Je vais le mettre en jaune, juste parce que je passe par-dessus. J'ai ça ici. Voici mon vecteur AB. Au lieu d'écrire le vecteur AB, puis placer 1, 2, puis 5, 10, je pourrais dire que le vecteur AB, je peux donner ses coordonnées cartésiennes. Comme je peux le placer à l'endroit de mon choix, je pourrais dire que l'origine, c'est toujours 0, 0. Ça va être plus facile à décrire. Donc ici, mon vecteur se déplace de combien vers la droite? Si je commence à 1, je vais vers 5. Bien, il se déplace de 4. Puis monte de combien? Puis je commence à 2, je vais vers 10. Donc 8. Donc ça ici, AB, je pourrais dire que c'est le vecteur 4, 8. Donc commence où tu veux sur la planète, tasse de 4 vers la droite, 8 vers le haut, puis ça donne mon vecteur 4, 8. Ça fait du sens pour tout le monde? Ici, on va dire que ça, c'est le delta x, la variation en x. Ici, le delta y. Ou l'accroissement des x, l'accroissement des y. Ou la composante en x, la composante en y. C'est tous des vocabulaires très, très similaires. Ici, on va appeler ça des coordonnées cartésiennes. Généralement, faire des calculs, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide avec des coordonnées cartésiennes. Malheureusement, dans la vraie vie, quand tu poses sur une table, tu ne sais pas c'est quoi le delta x, delta y, tu sais combien tu forces ou tu sais c'est quoi l'angle, mais tu ne connais pas ça. Il va falloir être capable de transformer coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes. L'autre type de coordonnées, des coordonnées polaires. Je vais écrire ça ici, coordonnées. Mettons le vecteur U, ça pourrait être 10 newtons à, je ne sais pas, 30 degrés. Donc ici, on a la norme et l'orientation. La norme, c'est un mot qui est purement vectoriel, c'est le langage vectoriel, ça veut juste dire longueur. Là. Je pense que vous le saviez, mais si vous avez manqué pas mal trop de cours de physique, vous ne saviez pas c'était quoi la norme, c'est juste la longueur du vecteur ou la force qui va être appliquée. Je ne sais pas si en physique vous faisiez beaucoup de dessins. En mathématiques, on n'en fera pas tant que ça. On va juste faire un petit esquisse pour savoir le vecteur, c'est quoi son orientation grossière, pour savoir si tu es entre 0 et 90, si tu es entre 90 et 180. C'est juste savoir dans quel cadran on va pointer. Mais sinon, on ne fera pas beaucoup de dessins. Même quand on va faire une méthode géométrique avec loi des sines, loi des cos, c'est juste aller à peu près. 10, c'est plus grand que 5. Là. Fait que fais ta flèche un peu plus par en haut que vers la droite, puis ça va être tout simplement ça. Pour passer d'une type de coordonnée à l'autre, est-ce que ça va pour tout le monde? SOHCAHTOA, Pythagore? Ça va? On va passer d'une à l'autre, puis de l'autre à l'une. Je ne sais pas si ça se dit, mais transformer. Ici, j'ai dit composante, je pense que je ne l'ai pas écrit au tableau. Juste revenir pour être certain. Là. Coordonnées cartésiennes, on appelle ça aussi des composantes. Ça, c'est des composantes. Donc, composante en X, composante en Y. Donc, si je lui demande, ça c'est mon genre d'examen de Noël,
je vous donne un vecteur, lui, puis je demande quelles sont les coordonnées cartésiennes, 4, 8. Puis la question B, c'est quelles sont les composantes du vecteur AB, 4, 8. Okay? Juste pour voir ceux qui ne sont pas sûrs et qui hésitent. Okay, c'est la même question, je donnais déjà la réponse. Mais comme il n'y a plus d'examen de Noël, ça sera peut-être à la Saint-Valentin ou je ne sais pas, là, une autre fête. Donc, transformer coordonnées cartésiennes en polaire et vice-versa. Par exemple, je ne sais pas, 3, 4. On a un vecteur 3, 4, on peut l'appeler n'importe comment. Là. On peut l'appeler U. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est faire un petit esquisse très, très grossier. Faire un triangle, en fait. Là. Donc, je choisis un point au hasard. J'avance de 3, je monte de 4. 4, c'est un peu plus grand que 3, je le fais plus long. Puis mon vecteur, je le trace ici. Vous pouvez faire la ligne 3 et la ligne 4 en pointillé. Vous pouvez changer de crayon de couleur. Ça n'a pas vraiment d'importance. Faites quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Il y a deux informations qui sont pertinentes. Il y a la norme, la longueur ici, puis l'orientation. Bien, pour la norme, c'est Pythagore. Ça va? 3 au carré plus 4 au carré, on fait la racine, ça donne 5. Puis par la suite, comment faire pour trouver l'angle ici? Bien là, il va falloir utiliser SOHCAHTOA, sin costan. Ce que je vous invite à faire, c'est toujours utiliser le tangente. Okay, ça va directement donner la bonne réponse. Donc, ça va être ici, comme on recherche l'angle, ça va être la tangente de l'angle est égale à 4 tiers. Je vais l'écrire au complet pour la première fois, mais vous allez pouvoir... je vais l'appeler θ au lieu de x, qui serait une bonne idée. Là. Θ ici. Tangente θ, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc, opposé, c'est delta y sur delta x. Donc, ça, c'est la formule qui est toujours vraie. Donc, formule remplace calcul. Ou si vous voulez, vous pouvez dire, hey, l'angle, c'est égal à quoi? Tan de moins 1, ou arc tangente, de delta y sur delta x. Dans ce cas-ci, ça va être arc tangente de 4 tiers, qui devrait donner, comme on est plus haut que 45 degrés, 3 pour 3, c'est 45 degrés, il faudrait que ça soit un petit peu plus que 45 degrés. Puis, ça donnait quoi? 53,13. Super. Merci beaucoup. 53,13 degrés. Puis ici, c'est environ. Donc ici, j'ai 53,13 degrés. N'oubliez pas de mettre un point-virgule lorsque vous avez notation décimale dans une parenthèse. Puis ici, si on va être vraiment parfait, on mettrait environ, mais nous, on va toujours arrondir au centième près, puis ça va donner quelque chose qui fait du sens quand même. Évidemment, si vous travaillez sur des barrages hydroélectriques qui a des millions de litres d'eau qui poussent sur le barrage, ce serait une bonne idée de garder plus que 2 chiffres. Là, on est en maths en secondaire 5, on fait des trucs théoriques, là, 2 chiffres le point. Je vais être capable de savoir si vous êtes bon en maths ou pas. Ludovic, avais-tu une question? C'est juste pour l'environ, je pense. C'est juste pour l'environ ou... Pas de décimale? Ouais, nous, en maths, on garde 2 chiffres après le point généralement. C'est ce qui est demandé. Au ministère, c'est souvent ce qui est demandé. Au cégep, tu regarderas en physique ou en maths selon le prof que tu as, qu'est-ce que tu vas faire. Là. Mais en physique, c'est que vous utilisez des données réelles que vous allez prendre. Fait que quand tu mesures, sur un rapporteur d'angle, 1 degré, c'est une largeur de demi de crayon. Là. Fait que c'est pour ça qu'un centième, c'est un peu ridicule de mesurer comme ça. En maths, nous, c'est des données pures, si on veut. Ça n'existe pas, 3 et 4 de toute façon. Là. Mais en maths, on dit que c'est 3 et 4. Là. Fait que c'est juste théoriquement, on fait des problèmes comme ça. On va transformer maintenant coordonnées polaires en cartésiennes. J'avais eu, mettons, V cette fois-ci, vecteur V. Ici, il n'y avait pas d'unité. Normalement, il y aurait des unités, mais il n'y avait pas d'unité dans la question. Fait que ça ne sera pas d'unité, tout simplement. Souvent, ça va être des newtons. Avez-vous vu le travail en physique, pas encore? W? Non? OK. UV cos θ, ça vous dit rien? Non? OK, bien cool. On va le voir en maths. Puis après ça, vous allez le voir en physique, mais c'est super facile. On va voir en relation de charge, c'est dans 4 cours qu'on va voir ça normalement. Donc, ici, supposons que j'ai 10 newtons à 30 degrés. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est grossièrement placer un point. Je vous rappelle, le 30 degrés, c'est par rapport à l'horizon à droite, par rapport à l'est. Donc, c'est par rapport à l'axe des X. Dites ça comme vous voulez, mais c'est toujours en partant d'ici vers le haut. En mathématiques, le cadran 1 est ici.
deuxième cadran est ici, troisième et quatrième, ben on va comme ceci. Donc 0 degré, je suis à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 90 degrés, puis ainsi de suite. Je pense qu'avec le cours de physique, vous le saviez. 30 degrés, on est quelque part par ici, c'est 30 degrés, puis ça mesure 10 newtons. Donc la question ici, c'est de savoir c'est quoi la valeur en delta X puis en delta Y. Donc, comment on fait pour savoir ça? Ben, ici, c'est le côté opposé. On a l'hypoténuse. Donc, opposé sur hypoténuse, c'est le rapport sinus de 30 degrés. C'est égal à delta Y sur 10. On envoie le 10 de l'autre côté. Donc, ça devient 10 sinus de 30. Sinus de 30, ça donne 0,5. Ça veut dire que ça donne 5 ici. 5, c'est la hauteur. Donc, ça veut dire que c'est le deuxième terme. 5 ici. Ou vous faites juste, si vous voulez, ça va être delta Y est égal à la norme fois sinus de l'angle. Mais c'est ça qu'A en fait qu'on va faire à chaque fois. Donc, sinus, ça donne toujours la hauteur. Le cosinus, ça va être la même chose. Cos de 30 est égal à delta X sur 10. On envoie le 10 de l'autre côté. Ça fait à peu près 8,66 si je ne me trompe pas. Grossièrement, ça donne ceci. C'est dans le premier cadran. Il y a 2 exemples. C'est assez simple. Normalement, vous ne faites pas d'erreur là-dedans. Oui, il va y avoir des erreurs. C'est quand on tombe dans les cadrans 2, 3 et 4 parce que soit le X ou le Y devient négatif. En physique, je crois que vous avez appris quand delta Y était négatif, on faisait telle affaire, quand c'était telle autre affaire. Moi, je n'ai pas mémoire. Puis, je suis capable de faire un dessin assez rapidement. C'est-à-dire, en moins que 2 secondes, faire une flèche. Je suis super bon, là. La flèche est faite. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon cerveau. Je vais écrire exemple difficile, là, mais c'est pas que c'est difficile, c'est que des fois, vous prenez votre calculatrice, vous calculez, vous ne réfléchissez pas, vous écrivez n'importe quoi. Là. Okay? Tu fais une flèche, puis tu vas savoir à quoi ça ressemble. David, est-ce que tu as eu le temps de terminer? Ou? Oui, OK. Donc, exemple difficile. Alors, par exemple, si j'ai le vecteur, je ne sais pas, U encore, le vecteur U qui est égal au vecteur U qui est à moins 3, moins 4. Si je vous demande c'est quoi la norme, ben, c'est moins 3 au carré plus moins 4 au carré, fait Pythagore, puis ça donne 5. Le problème, c'est la norme. C'est pas la norme, l'orientation, excusez-moi. Ici, j'avais pris U, on va reprendre U, ça donne 5 encore. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je prends un point au hasard. Moi, ce que je vous propose, c'est prendre un point au hasard, vous dire, je recule de 3, puis je descends de 4. Donc, je vais être quelque part par ici. Puis le but, c'est de trouver l'orientation par rapport à l'horizon à droite. Puis ici, je vous rappelle que j'ai 3, puis ici, j'ai 4. Alors, sur la calculatrice, vous allez faire, comme d'habitude, arc tangente de 4 tiers. Personnellement, ce que je vous invite à faire, c'est ne mettez jamais de moins quand vous faites les calculs. Moi, je suis super bon en géométrie plane, résoudre un triangle en 2 dimensions. Vous faites ça depuis 4e secondaire en maths. Et ici, je suis capable de trouver, je vais marquer l'angle en jaune. C'est quoi l'angle en jaune qu'il y a ici? Ben, c'est le même angle que tantôt, c'est 53,13, je pense. Oui. Donc ici, j'ai 53, je vais l'écrire à côté, 53,13 degrés. Mais si l'angle ici, c'est 53,13, il me reste à ajouter l'angle qu'il y a ici. Bien, ça, c'est l'angle plat, 180 degrés. Donc, je vais faire 180 plus 53,13 qui va donner 233,13. Donc, ici, point virgule, 233,13 degrés. C'est environ égal, mais suffisamment précis. Donc, moi, ce que je fais à chaque fois, ça fait quand même quelques années que je fais ces maths-là. Ça fait 20 ans que je fais ces maths-là. Ça ne me rajeunit pas. Je fais toujours une petite flèche. Puis je dis, ah, cool, je suis capable de m'orienter par rapport à un plan cartésien. Puis je ne me trompe jamais, jamais, jamais avec l'angle. Ça va tout le monde? Calculatrice, si tu fais arc tangente de moins 4 tiers ou arc tangente de 4 tiers, il donne la même réponse. Parce que moins sur moins, ça fait positif. Ça va pour tout le monde? Même chose, si vous n'êtes pas obligé de prendre ça en note, arc tangente de moins sur moins, c'est la même chose que arc tangente de plus sur plus. Puis ta calculatrice, elle ne fait pas de différence non plus avec arc tangente de plus sur moins ou arc tangente de moins sur plus. C'est ça ici, ça fait arc tangente d'une valeur négative, là aussi. Fait que la calculatrice, elle prend juste le chiffre, elle calcule ça en premier, puis elle fait arc tangente. Puis après ça, il faut que tu réfléchisses. Ah, c'était-tu les Y que tu es positif, c'était-tu les Y que tu es négatif, il faut que tu fasses plus 180. Moi, je fais un dessin, puis je ne me perds pas. Vous faites ce que vous voulez. Si vous étiez bon en physique, vous n'êtes jamais trompé, vous avez toujours eu 100. Faites comme vous faisiez. Ça va encore marcher, j'imagine. Mais moi, je fais ça comme ça parce que je suis capable de faire un dessin. Oui, ta question.
Pourquoi ça c'est 5 ici? J'ai fait Pythagore. 3 carrés plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Puis moi, je ne mets même pas de moins quand je fais les calculs, parce que je fais de la géométrie plane. Dans le sens, voici un triangle. C'est une question de quatrième secondaire, même troisième. C'est quoi la longueur de l'hypoténuse? C'est Pythagore. Fait que ça, je ne mets jamais de moins, je trouve ça plus facile. Il faut juste que tu saches négatif, tu es à gauche ou en bas, mais ça, d'habitude, plan cartésien, on a vu une dizaine de fonctions, je pense, dans votre vie à date. Là. Fait que d'habitude, ça va bien. Fait que ça, c'est les cas difficiles. C'est là-dessus que beaucoup d'élèves font des erreurs dans l'examen. Vous êtes stressé, vous allez vite, puis il va clairement en bas à gauche. Il faut que la réponse soit entre 180 et 270 degrés. Ça va? Si tu n'as pas une réponse là-dedans, tu n'es clairement pas dans le bon sens. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Prochain cours, c'est des relations entre les vecteurs. Comment on peut nommer des vecteurs un par rapport à l'autre? Ça, normalement, vous n'avez pas vu ça en physique. Équipolant, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, hein? On va voir ça. Donc, ici, c'est relations entre les vecteurs. Relations. Si ça va trop vite, si vous voulez plus d'exemples, gênez-vous pas, je suis là pour vous. Là. Je sais que vous avez vu la plupart des trucs. Là. Si vous êtes en surcharge cognitive, je vais arrêter, je vais vous laisser travailler. Il reste un peu de matière, mais là, je pense que ça va. Relation entre les vecteurs. On va commencer avec équipolant. Donc, équipolant, c'est un langage vectoriel qui voudrait comme dire isométrique, qui veut dire identique. C'est le même vecteur. Donc, ça veut dire identique. Dans votre volume, si vous allez dans les savoirs de 4.1, vous allez avoir une, deux phrases pour chaque affaire, mais ça veut juste dire identique. Deux vecteurs identiques, ça veut dire quoi? Bien, ils ont la même nombre, la même orientation. Ou ça veut dire qu'ils ont les mêmes composantes. Ça veut juste dire que c'est la même affaire. Correct? Identique. Autre truc. Linéairement dépendant. Ou synonyme, collinéaire. Collinéaire, ça, vous devriez être capable de savoir c'est quoi. Co, ça veut dire quoi? Co. Le préfixe co. Des colocataires. Ça veut dire qu'ils partagent la même location. Co veut dire partager. Est-ce que ça va? Collinéaire. Linéaire, ça veut dire quoi, vous pensez? Ligne. Ils partagent la même ligne. Donc, ils sont parallèles. Cool, hein? Ça veut juste dire parallèle. Linéairement dépendant. Ils dépendent de la même ligne. C'est des synonymes, ça. Oh, il y a un espace, j'écris atrocement mal. Ici, il y a un espace. Non, est-ce qu'il y en a qui parlent allemand? Qui ont déjà lu l'allemand? C'est comme des mots qui n'ont comme pas vraiment d'espace. D'ailleurs, la ville la plus longue au monde, ça a genre 85 lettres dedans. Ça veut juste dire une phrase, mais ils n'ont pas mis d'espace. Parce que dans ce langage-là, il n'y a pas d'espace. Elle est malade. Il y a un espace ici. Linéairement, espace dépendant. Correct? Moi, je l'ai écrit. La personne qui n'est pas là va savoir. Prochaine chose qu'on peut mettre, orthogonaux. Un seul mot, pas d'espace? Orthogonaux. Ortho, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ce que vous pensez que ça veut dire. Ortho veut dire rendre droit. Ça va? Un orthodontiste. Il met tes dents droites. Ça va? Un orthophoniste, orthopédagogue. Ortho, tout ce que tu veux, c'est rendre droit. Puis orthogono, gone. Un polygone. C'est quoi un polygone? Plusieurs, polygone, angle. Ben, ça aurait pu être bon, mais c'est angle. Gone, c'est angle. Donc ici, orthogono, ça veut dire quoi? Droit, angle. Ou en français, angle droit, ou en mathématiques, perpendiculaire. Fait que quand des vecteurs sont perpendiculaires, ça ne se dit pas des vecteurs perpendiculaires. On comprend tout ce que ça veut dire, mais en langage vectoriel, il faut dire des vecteurs orthogonaux. C'est pas moi qui ai décidé ça.
Quand vous, il y a peut-être parmi vous, souvent un ou deux élèves par cohorte qui vont étudier en médecine, il y a comme 1000 noms de maladies, il y a 1000 noms de bobos différents. Bien, 1000, bien plus que ça. Là. Puis comment tu sais tout savoir ça? Ils ont tous des préfixes et des suffixes qui sont similaires. Ça va? Puis si tu sais tel préfixe veut dire quoi, bien, il veut dire la même affaire dans tout. Là. Ça va? Une tendinite. Okay, ça veut dire inflammation. Le inite veut dire de quoi? Du tendon. Ça va? C'est toutes des choses comme ça. Périostite, c'est quoi ça? Ah, inflammation du périoste. C'est la petite peau sur les os. Mais tout. Fait que s'il y en a que leurs parents sont en médecine, ou peu importe, ou si vous étudiez, vous ouvrez quelque chose, ou tu vas sur Internet, tu cherches, ah, j'ai quelque chose, le nom, il y a ça de long, mais il y a 3-4 mots des fois, ou 2-3 mots dedans, ben, si tu connais les racines, c'est beaucoup plus facile. Iso veut dire même. Fait que isométrique, métrique, ça vient de métron qui veut dire mesure, ça veut dire même mesure. OK, quel autre mot? Unitaire. Un vecteur unitaire. Qu'est-ce que vous pensez? Unit. 1. Ça veut dire norme 1. Ici, c'était toujours au pluriel, excusez-moi, toujours au pluriel, parce que c'est une relation entre deux vecteurs. Unitaire, ce n'est pas de relation, il est tout seul. Okay? Mais sa norme, c'est 1. Donc, unitaire veut dire que la norme égale 1. Pourquoi tu es triste parce qu'il est seul? Mm-hmm. Vecteur opposé. Ça, c'est en relation. J'aurais dû écrire opposé juste avant, mais pas bien grave. Opposé, c'est assez logique. Des vecteurs qui sont opposés. Si je pousse sur la table ici, la table va bouger. Si toi, tu pousses juste la bonne force pour pas que ça bouge, c'est le vecteur opposé. Deux vecteurs opposés s'annulent. C'est quoi l'opposé de 5? Moins 5. Pourquoi? Si on les additionne, ça donne 0. Fait que deux vecteurs opposés, c'est quoi? Il faut qu'ils s'annulent. Ça veut dire qu'ils ont la même norme et l'orientation opposée, ou 180 degrés d'écart entre les orientations. Donc, vecteur opposé, même norme, puis orientation opposée, mais je ne vais pas réutiliser ça, 180 degrés d'écart. Là, ceux qui ont vu l'exemple, qui ont compris l'exemple avec la table, je n'ai pas considéré la friction, là, parce que la friction va retenir un peu, là, mais... Bon, c'est pour ça que j'en parle, parce que je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup M. Lavoie. Donc, quand il y a la friction, il va être écrit dans la question, ça va être quoi la friction. D'ailleurs, pour la friction, c'est... J'écoute quelqu'un sur Internet qui est vraiment bien, sur YouTube. Il y a eu une annonce de Ford F-150, je ne veux pas faire la publicité, mais il tirait, c'est Ford F-150 électrique, qui tirait, je ne sais pas combien, je pense que c'était 100 tonnes de wagons là, sur une voie ferrée, puis c'est comme ça n'avait pas d'espèce de bon sens. Il y a un ingénieur qui a regardé ça, la vidéo, il a fait des calculs, puis il a fait, bah, c'est vraiment pas si compliqué que ça, là. Une couple de gars aurait pu tirer, puis ça aurait quasiment marché. J'exagère un peu, mais parce que des roues qui tournent des rails, il n'y a pratiquement pas de friction, fait que c'est vraiment pas dur à tirer. Si tu avais mis le même poids avec des pneus sur de l'asphalte, oublie le projet, ça n'aurait jamais bougé. Là. Mais sur des rails, ça faisait impressionnant. Hey, il tire, je ne sais pas, 25 wagons de train avec un pick-up. Là. C'est fort, ça fait homme, mais non, c'est juste physique, c'est assez facile. Tesla aussi sont amusés avec leur Cybertruck puis le Ford F-150. Puis c'est comme celui qui tire le plus fort, mais il pesait comme 2000 livres de plus. Fait que, automatiquement, il y avait plus de traction, il y avait plus de friction, fait qu'il était capable de tirer l'autre sans aucun problème. C'est même pas une question de nombre. Même si tu avais 1 million de chevaux vapeur, je veux dire, si c'était pas la grippe pour y arriver, si c'était pas la friction pour y arriver, ça marche pas. Là. Fait que, c'est comme si tu te mets ça à la glace, puis tu pousses fort, tu mets un homme fort sur la glace, tu me mets moi sur la pelouse. Sur l'asphalte, je vais le pousser. Il a bien beau forcer, je vais le pousser avec un doigt. Là. Okay? Si la glace est mouillée, ça c'est encore mieux. Je pense que j'ai fait le tour des relations. Il me reste opposé, ça va. Tous les vecteurs opposés sont colinéaires. Est-ce que ça va? 100% des vecteurs opposés sont colinéaires. Ça n'a pas le choix, parce qu'ils sont un en face de l'autre. Ici, parallèle ne veut pas dire dans le même sens. OK? Non.
Non, s'ils sont sur la même ligne, ils vont se toucher tout le temps, en fait. Fait que jamais ou tout le temps, mais pas entre les deux. OK, très bonne question. Très, très bon commentaire qui montre un manque de compréhension. Je vais essayer de mieux expliquer dans ce cas-là. Si j'ai deux vecteurs qui sont équivalents, c'est le même vecteur, es-tu d'accord? OK. Équivalent veut dire même vecteur. Si j'ai deux vecteurs, un par-dessus l'autre, ben en fait, je peux les placer n'importe où. Donc, voici deux vecteurs équivalents. Si je les place là, ils sont équivalents. Si je les place là, ils sont équivalents. Ils ne sont pas juste parallèles, ils sont sur la même ligne en plus. OK? Ils peuvent être un par-dessus l'autre. On s'en fout. Ils peuvent être n'importe où, ils sont toujours équivalents pareil. Parce qu'un vecteur, ça n'a pas de lieu. Tu peux le placer à l'endroit de ton choix. Est-ce que ça va? Oui? Orthogonaux, ça va? Tous les vecteurs équivalents, évidemment, sont linéairement dépendants, là, sont parallèles. Okay, c'est évident. Fait qu'il y a une des questions, vous allez voir des vecteurs sur une page, puis il faut les associer deux par deux avec ce vocabulaire-là. Là. Il faut juste que tu connaisses ce vocabulaire. Tu étudies 3 minutes, puis je pense que tu en as assez pour faire ton examen. Fait que, grossièrement, c'est juste ça. Composante des vecteurs, ça va. Projection orthogonale, ça c'est le bout le plus compliqué. C'est projection orthogonale. Projection avec un projecteur que ça projette. Orthogonale veut dire perpendiculairement. Les gars derrière. Je vais mettre un tableau blanc. OK. Voici une projection orthogonale. Est-ce que ça va? Projection ici. Là, regardez juste le crayon. Si je tourne le crayon a toujours la même longueur, là, mais la projection rapetisse. Puis à la limite, si j'avais vraiment une ligne, ben vous verriez juste un point à la fin. Est-ce que vous comprenez le principe de la projection orthogonale? Je projette, c'est comme si j'écrasais ou c'est juste l'ombre. Moi, quand j'étais avec votre âge, la projection orthogonale, c'est comme ben trop de mots compliqués pour moi, fait que j'ai juste c'est l'ombre. Okay? C'est même dans ma tête, projection orthogonale, c'est l'ombre. Puis l'ombre, on va toujours la projeter perpendiculairement. Est-ce que ça va? Comme s'il fait soleil à midi, ben mon ombre, c'est juste un point. Okay? On va toujours considérer que c'est perpendiculaire. Donc, je reviens ici. Projection orthogonale. Moi, je trouve vraiment pas ça difficile, mais à chaque année, j'ai des élèves, quand ils voient projection orthogonale, c'est comme « Ah, j'ai même pas essayé la question, c'est trop tough. » C'est juste une projection, c'est juste l'ombre. Donc, projection orthogonale. Je vais faire quelques dessins juste pour qu'on comprenne bien. Il faut projeter un vecteur sur quelque chose. Sinon, si tu projettes quelque chose sur pas d'écran, ça sert à rien. Donc, supposons que j'ai un vecteur qui est ici. L'ombre va être où? Si je fais une projection orthogonale. Bien, si le soleil est en haut, l'ombre va être ici. Donc, voici la projection orthogonale de mon vecteur. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Si je projette, comme ça. Maintenant, là, mon vecteur, au lieu d'être directement sur la droite, il est un petit peu plus haut que la droite. Je vous demande où est la projection orthogonale, où est l'ombre si le soleil est en haut. Bien, ça va être ici, puis voici la projection. Ça fait encore du sens pour tout le monde? Ça, c'est les cas faciles. Oups, en blanc. Voici une droite, voici mon vecteur. Projection orthogonale. Projection perpendiculaire, si on parle en langage géométrique. Elle va être où la projection perpendiculaire? Angle droit ici. Ça veut dire que mon vecteur, la projection, c'est ça ici. Là, des fois, il y a des élèves qui font comme « Oh, là, je ne comprends plus. Là, tantôt, c'était toujours en ligne droite, verticale. » C'est orthogonal, la projection. Quand j'avais votre âge, ce que je faisais, je prenais mon cahier, puis je le tournais. Okay, je prenais vraiment mon cahier, puis je le tournais, puis je mettais toujours la droite sur laquelle j'ai la projection. En fait, je la mettais toujours avec le bord de la table. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, puis là, je faisais une ligne droite vers moi. Okay? C'est une projection perpendiculaire. Peu importe comment je place le dessin, il faut toujours que la projection soit à angle droit sur la droite, parce que ça s'appelle une projection orthogonale. Est-ce que ça fait un peu de sens? C'est là que ça mélange. Pas pire? Puis la question, ça va être, quelle est la projection? C'est quoi
la norme de la projection. Qu'on va faire pour trouver ça? Bien, on a un triangle rectangle, donc ce kTOA s'applique. Généralement, on a la norme ici. Supposons, je ne sais pas, 10 newtons. Si, mettons, j'ai 30 degrés ici. Puis la question, c'est quoi la longueur de la projection? Bien, ici, j'ai 30 degrés. Adjacent, c'est cosinus. Ça veut dire que ça donne 8,66, qui est le même chiffre de tantôt. Donc, voici la norme de la projection. Oui? Celui en haut à droite, ça, c'est quoi la norme de la projection? Bien, ici, il faudrait savoir c'est quoi son orientation. Mettons que je vais prendre les mêmes chiffres, là, avec 30 degrés. Ça serait encore 8,66. Parce qu'un vecteur, ça n'a pas de lieu, tu peux le prendre puis le descendre là. Tu peux le mettre où tu veux, le vecteur. Puis lui, ben, si c'était 10, 30, ça serait encore 8,66. Oui? Ben, lui, ben, il était pareil, c'est juste qu'à l'origine, je l'avais tourné. Là. Mais l'orientation ne change pas grand-chose. Puis ça va être quoi l'orientation de la projection? L'orientation de l'ombre, l'orientation de la flèche jaune. C'est toujours la même orientation que la droite sur laquelle il est projeté. Est-ce que ça va? Si je projette ici une image là-dessus, le tableau il est vertical, bien, j'annonce que c'est tout vertical ce qu'il y a sur le tableau. Là. Ça va? Clair pour tout le monde? Mais si mon tableau il était à 45 degrés, bien, l'image va être projetée, va tout être à 45 degrés. Tu ne te casses pas la tête, c'est toujours la même angle. C'est simple comme ça. À quoi ça va servir la projection? Bien, éventuellement, on va parler de travail. Le travail, si par exemple je dis que je lève la table puis je veux la pousser par là-bas, c'est quoi le vecteur qui représente la force? Bien, je lève puis je pousse. Donc mon vecteur va être quelque part par là-bas. Ça va, j'avance puis je lève. C'est quoi la partie efficace? C'est la partie que je lève n'est pas vraiment efficace. C'est-à-dire, si mon vecteur est comme ceci, super vertical, c'est quoi la partie efficace? Ça va être la projection. Donc, je vais expliquer rapidement, parce que je vais me mettre en blanc, en crayon, ça va aller mieux. Si j'ai une table qui est ici, mettons, je représente la table par un point, là, puis je force comme ceci pour lever la table. C'est quoi la partie efficace? Mon but, c'est d'avancer la table. Donc, la partie efficace, c'est la projection orthogonale. Donc, la partie efficace, c'est ça ici. C'est normal, si je force vraiment fort par en haut, ou je suis en dessous de la table, puis je pousse avec 89 degrés, la table va éventuellement avancer, mais pas beaucoup. Ça va? À la limite, si je dis, hey, je suis vraiment pas brillant, puis je pousse de toutes mes forces par en bas sur la table, ben ça va être quoi le vecteur efficace? C'est quoi la projection? C'est un point, c'est rien. C'est même si je pousse comme ça toute ma vie, la table n'avancera pas. Là. Oui? La projection orthogonale, au final, c'est X. Ben, c'est X si tu projettes sur le plancher. Mais dès que tu n'es pas sur le plancher, c'est comme le X si tu tournes le plan cartésien. Donc, oui et non. Quand on fait des maths un peu plus compliquées, souvent on fait une rotation. Là, on va faire notre calcul, puis on va faire une rotation après avec des matrices. Mais ça c'est plus tard, dans votre vie, vraiment plus tard. Ludovic, tu avais une question tantôt? C'est réglé? La projection, ça sert à calculer la partie efficace du travail. Grossièrement, c'est ça. Vous avez vu? Oui? Moi, j'ai pas trop compris. En fait, l'angle de la projection, c'est X. Je pas compris. L'angle de la projection, en fait, la flèche jaune, c'est quoi son orientation? C'est toujours la même que le plancher ou la droite sur laquelle tu projettes. Fait que si je te dis ici, bien, tu projettes sur une droite horizontale, l'orientation, c'est 0. Ça va? Si je te dis l'angle de ma droite, mettons, je suis dans une côte, là, puis le soleil, c'est perpendiculaire, puis ça ici, c'est 20 degrés, bien, je t'annonce que la flèche jaune, la projection est à 20 degrés. C'est toujours la même, il n'y a pas grand calcul à faire. Oui? Oui. Mais ça, j'en parlais de la partie efficace, mais dans le fond, un vecteur, on peut toujours décomposer un vecteur en deux petits vecteurs orthogonaux. Ça va être delta X, delta Y. Si ça, c'est mon vecteur de force, c'est-à-dire que soit je lève ou soit je suis en dessous puis je pousse en diagonale par là-bas, bien, ça, c'est la partie efficace parce que mon but, c'est de déplacer la table par là-bas. Puis le vecteur qu'il y a ici, ça, c'est toute la force que je donne puis qui ne sert pas à grand-chose. Ça va? C'est un peu ça le principe. Ce que j'ai pelleté dernièrement, je ne sais pas si vous pelletez, vous avez donné ça en contrat, mais les pelles traîneaux, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, là. Avant, c'était juste une barre de métal, puis tu poussais ici. Ça va? Puis comme c'est comme ça, bien, si tu pousses par là-bas, grand champion, bien, c'est comme ça ne marche pas super bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre des poignées ergonomiques. Ils ont mis ça ici. Fait que moi, qui ai une certaine grandeur, mettons que si je poussais ici, ça c'est mes bras, là, je
suis en train de marcher, OK, je suis vraiment chétif. C'est cool, ça va être sur Internet en plus. Donc, si je suis en train de pousser sur la poignée qui est là, bien, regardez, mon vecteur, il pousse par là-bas. Fait que la partie efficace, qui est ça, parce que je veux déplacer, est petite. Puis ma partie, je pousse par en bas. C'est vraiment pratique quand tu veux déplacer de la neige, de pousser par en bas. C'est complètement une perte d'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des manches comme ça. Fait que maintenant, mes épaules sont toujours à la même hauteur, mais je pousse par là-bas. Fait que la partie efficace, c'est tout ça ici. Puis la partie inefficace, c'est juste ça. Ça va? Évidemment, ça ne fonctionne pas à l'infini. Si tu mesures 50 pieds de haut puis que là, tu mets la poignée comme ça ici, c'est hey, cool, mais c'est que tu vas flipper. Il faut quand même que tu pousses un peu pour que ça avance. Mais c'est ergonomique. Vecteur de 5e secondaire. Okay? Donc, ça sert à ça. Puis quand j'étais jeune, ça n'existait pas ergonomique. Là. On n'était pas assez avancé dans notre compréhension des vecteurs. Mais c'est ça, les vecteurs, c'est partout. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est des vecteurs. Je pense que j'ai fait le tour de la matière. Projection orthogonale, composant des vecteurs, relation entre les vecteurs, vocabulaire. Super. Je vous indique les numéros à faire. Puis vous allez pouvoir commencer ça. J'ai aucune idée il est quelle heure. C'est quand même cool. Il vous reste, ça a été vite. Ben, vous avez tous déjà vu la matière avant ou presque. Là. Page 22, numéro 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14. Vous commencez ça aujourd'hui. En 30 minutes, peut-être que les meilleurs vont finir. C'est pas très, très long à faire. Il y a une question, je pense, qui nous demande 12 fois de transformer des coordonnées cartésiennes en polaires. Là. Fais le premier, puis fais les 2-3 derniers, puis si tu es bon en 15 secondes, c'est parfait. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, arrêtez une seconde. 10 secondes. Si ça te prend 5 minutes de passer de coordonnées cartésiennes à polaires ou vice-versa, puis tu es toujours bon, tu n'es pas prêt à faire l'examen. L'examen, ce n'est pas de passer les composantes d'une à l'autre. Le but, c'est d'utiliser les informations. Il faut que ça soit vraiment facile de passer de coordonnées cartésiennes à polaires. Parfait pour tout le monde? Oui. 30 secondes, c'est bien en masse. Je vais aller arrêter ceci.